Chers amis du PP, configuration tout à fait inhabituelle et exceptionnelle aujourd'hui. J'ai créé mon studio privé du potager du paresseux, multicaméra, deux caméras que j'ai positionnées l'une en face, l'autre sur le côté. J'ai mis à disposition une bonne petite bière alsacienne faite maison, sans alcool, sans malt et sans houblon. Donc, parce que j'ai envie d'être lucide dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée au changement climatique. Et donc très exactement, je vais prononcer dans mon salon avec des chaussons la deuxième partie de la conférence qui avait été massacrée par le fait que mon micro était tombé en panne. Mais avant de réellement rentrer dans le vif du sujet, deux ou trois petites choses. La première, c'est que je suis ravi de constater que ce que je craignais un tout petit peu n'a pas eu lieu. Je me demandais combien j'allais perdre d'abonnés, de gens qui me regardent, etc. Et si au niveau des commentaires, il y a eu à un moment donné un certain nombre de positions qui semblaient dominants, peut-être pas dominants, mais importants, de la part de ce que j'appelle négationnistes, de ce que d'autres appellent les dénialistes, etc. En fait, c'est insignifiant. Ne nous faisons pas avoir par quelques buzzers, y compris ceux qui manipulent en mettant que j'ai supprimé le message qu'ils avaient mis, message qu'ils n'avaient jamais mis, juste pour ensuite poster que j'ai supprimé un message que je n'ai jamais supprimé puisqu'ils ne l'avaient pas mis, et pour, par ces vieilles ruses conspirationnistes, faire croire que je suis un vilain personnage qui ne supporte pas la contradiction. Les négationnistes, si vous êtes encore là, je ne pense pas qu'il en reste beaucoup, mettez des arguments et je vous contredirai. Mais pour l'instant, vous ne mettez rien, vous mettez de la bave, du vomi, etc. Donc, que dire? Donc, je suis content de voir que, au niveau... bon, c'est une vidéo qui a plutôt une audience un peu basse, elle est au bas de la courbe de mes vidéos. C'est une vidéo pas très agréable, d'1h47, filmée en statique. On sait que je suis chiant dans mes conférences, un peu saoulant, un peu professoral, etc. Donc je comprends que beaucoup de personnes aient passé leur chemin. Néanmoins, si j'ai perdu quelques abonnés, j'en ai gagné exactement autant, puisque 3 jours après la mise en ligne, d'une part, les négationnistes sont en train de disparaître parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vomissent, et puis une fois qu'ils ont vomi, ils n'ont plus rien dans l'estomac. Ils s'en vont. Et puis, donc, ces pertes ont été compensées exactement à l'abonné près par des gens qui découvrent un raisonnement qui les intéresse, des faits, hein, le fait que des faits objectifs soient posés avec un traitement statistique incontestable. Et donc, je suis ravi de constater ça, et je ne vous cache pas que c'est au-delà de ce que je pensais. Je pensais sincèrement perdre du monde. Je suis ravi de constater que le taux de satisfaction, ce que YouTube appelle le pourcentage de, comment est-ce qu'ils appellent ça, j'aime, donc les likes, est de 97%, à peine 1% en dessous de la moyenne des dernières vidéos moins polémiques. Oui, à 97%, ce qui ne prouve rien, mais qui est quand même pour moi rassurant, vous avez apprécié ma vidéo. Et d'une façon plus générale, la chaîne dans son ensemble, toute vidéo confondue,
après un petit pic d'audience le jour de la parution de cette première partie de cette conférence, le 11 janvier, est retombé à son niveau d'avant cette vidéo. CQFD, impact mineur. Les négationnistes vomissent beaucoup, mais en fait, tout ça finit dans les égouts et ils n'ont aucun impact. Ils se pensent importants, mais ils sont peanuts, même pas l'épaisseur d'un trait de pensée. Alors pour terminer, parce que continuons, je suis ravi de constater qu'aujourd'hui est paru sur le site internet du journal Le Monde une info extrêmement intéressante pour les négationnistes, où des historiens de la science ont révélé que la compagnie américaine ExxonMobil, donc une des très grandes compagnies pétrolières mondiales, capitaliste à mort, américaine à fond, savait, les scientifiques de cette compagnie savaient depuis des années que le climat se réchauffait, que on allait vers quelque chose qui est de l'ordre de plus 2%, ni plus ni moins que ce que dit le GIEC, mais que cette compagnie a toujours nié le réchauffement climatique et l'a mis sur le dos des cycles géologiques, des variations, donc a continué en sachant par ces scientifiques que ça chauffait, à annoncer une glaciation. Alors les négationnistes et ExxonMobil dans la même main, même combat, vous vous doutez que ça me ravit. Alors c'est les mêmes qui vont manifester ensuite contre le complotisme mondial, contre les gouvernements ceux-ci, et qui vont contre Big Pharma. Mais ils soutiennent l'argumentation de Big Petrol. Ah les gars, ils ne sont pas à une contradiction près, et j'en ai fini avec eux définitivement. Alors sans transition aucune, j'ai vu dans les commentaires que l'une ou l'autre personne s'interrogeait parfois à savoir où et quand je ferai des conférences. Et donc j'ai convenu avec Adrien du site Les Potagers avec S, dans lequel forum dans lequel j'interviens et dans lequel j'ai un certain nombre de fils, qu'il y aura un fil dans lequel que j'essaierai de tenir à jour et dans lequel j'annoncerai au fur et à mesure que c'est consolidé, c'est-à-dire confirmé au niveau de l'organisateur sur place, prise en charge des frais de déplacement, etc., hébergement. Une fois que c'est confirmé, je le mettrai en ligne pour que le plus grand nombre puisse, s'ils le souhaitent et si ça les intéresse, assister à ces conférences. La prochaine, le 27 janvier, étant à 10 km de chez moi ici, à Dorlisheim, et j'irai ensuite du côté de Gap, je serai dans le Lot au cours du printemps, je serai en Somme, je serai ou encore un autre point, un autre endroit qui m'échappe à l'instant. Ah oui, du côté de l'Aveyron, je crois. Voilà, donc vous trouverez cette information, je vais incruster l'adresse de ce forum et donc en passant sur ce forum de temps en temps, vous verrez les dernières informations sur mes conférences. Et on va passer donc à la suite de cette réflexion qui était donc vue comme une introduction à un débat avec des maraîchers professionnels sur ce qu'est réellement le changement climatique ici en Alsace et sur des stratégies possibles pour en limiter l'effet. Bon, alors on va reprendre donc là où on avait laissé la conférence. Très exactement, je vais revenir sur
une diapositive qui figurait avant. Vous l'avez peut-être vu, à un moment donné, j'ai accéléré parce que j'étais déjà sous la pression du temps et j'ai sauté une dia consacrée à ce qu'on appelle le nombre de journées estivales. Dans le langage de la météo, les journées estivales sont tout simplement les journées où la température maximale dépasse 25 degrés. Alors vous allez me dire, en été, c'est toujours le cas? Pas du tout. On a en été chez nous des moments où il fera plus chaud que 25 degrés et des moments où il fait frais, voire froid, voire pluvieux, etc. Ce seuil de 25 degrés est évidemment un tout petit peu arbitraire, mais il n'est pas totalement farfelu du point de vue d'un jardinier, dans le sens où, et je l'avais dit la dernière fois, vers 22, 25, 27, selon les espèces en question, on a atteint l'optimum de croissance, c'est-à-dire où la température à partir de laquelle la croissance n'augmente plus. Il y a beau avoir des températures plus élevées, la croissance commence à diminuer, et cela même si on va bien arroser, bien s'occuper des plantes, etc., etc. C'est tout simplement qu'à l'intérieur des cellules, la physiologie, les réactions biochimiques sont, on va dire, déterminées par des mécanismes chez les végétaux qui font qu'ils fonctionnent de façon optimale à une température plus basse que les mammifères, qui ont trouvé un autre truc qui est de stabiliser leur température aux environs des 37 degrés, un peu plus, un peu moins selon l'espèce de mammifère. Mais les mammifères dépensent de l'énergie et de ce fait doivent bouffer pour réguler leur température et avoir des réactions biochimiques qui leur sont adaptées à des températures plus élevées. Végétaux, à partir de 22, 25, 27, ça commence à décliner quoi qu'on fasse. Donc si on prend une moyenne de 25 degrés, c'est tout à fait intéressant de se dire pendant combien de jours chaque été, parce que ces températures sont atteintes l'été, ces maximums sont atteintes l'été, pendant combien de jours en une année dépasse-t-on ce seuil de 25 degrés, c'est-à-dire pendant combien de jours chaque année, en quelque sorte, la vigueur de croissance ou l'intensité de la croissance va commencer à être freinée par des températures excessives. Comprenez bien que la plante en aucun cas ne crève, comprenez bien que la plante en aucun cas cesse la croissance, ce n'est pas la température maximale supportée par une plante, c'est juste que ça commence à aller moins bien. Et là, cette courbe est tout à fait intéressante quand on repart des années 60, parce que malheureusement, je n'avais pas de données avant, mais depuis 65 jusqu'à 2022, qui serait ici en haut, à 105 journées estivales, on voit que la tendance est indiscutablement à une montée, un tunnel qui monte très régulièrement et qui passe d'un peu moins de 40 jours ici à quasiment 80 jours là. Et donc on voit que ce nombre de journées double. En termes clairs, il y a de plus en plus de jours où la croissance des végétaux ralentit. Ça ne dit pas plus, ça ne dit pas moins, avec quand même 3 pics tout à fait remarquables, des espèces d'Everest
du nombre de jours de journées estivales 2003, 2018 et 2022 qui ici serait à 105 jours. 105 jours, vous savez qu'il y a 3 mois principalement en été, juin, juillet, août, donc à peu près 90 jours. Ça veut dire que quasiment tout l'été, même si peut déjà y avoir quelques journées estivales en mai et il peut y en avoir début septembre, mais on peut dire que quasiment tout l'été, on était à des températures qui commençaient à être défavorables à la croissance des légumes. Donc voilà pour ce premier facteur que j'avais esquissé par manque de temps. Venons-en là où on s'était arrêté, au niveau des températures minimales, et il manque dans le titre de cette diapo un mot, il s'agit des extrêmes. Il y a 2 façons de voir les températures minimales annuelles, soit une moyenne des températures minimales, soit les extrêmes, en quelque sorte les records. Là, ce sont les records, donc immanquablement, ça oscille plus que si on lissait par un calcul de moyenne. Et comme vous le voyez là sur cette courbe, là encore, la tendance est tout à fait à une montée progressive des températures records vers le bas, hein, c'est ça. On passe d'une tendance, d'une oscillation qui, dans les années 45, 50, 55, 60, se situait autour de moins 15, hein, tantôt beaucoup plus, mais tantôt beaucoup moins, et plus, et moins, et plus, et moins. On est en moyenne aux environs des moins 15, et aujourd'hui, on est davantage aux environs de moins 10, avec encore des records vers le bas ici en 2010, ou ici ça doit être 2012, des moins 15, des moins 18. Donc encore de sérieux coups de froid malgré cette tendance à la montée. Je ne voudrais pas que vous fassiez une erreur d'analyse en disant ça se réchauffe, on ne craint plus un grand coup de froid, on n'a qu'à cultiver des manguiers, des palétuviers, c'est terminé. Non, 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 on viendra à la fin sur l'analyse de tout ça. Là, vous voyez que ça diverge un tout petit peu, la tendance est un peu différente, mais je ne suis pas certain que ce soit très significatif. Sur la période 46 à 85, il y a une très légère remontée des températures minimales et ça se poursuit et s'accélère ensuite dans les années 85 à 2020. On va réactualiser ces courbes. Donc, pour préparer cet enregistrement, j'ai été voir les données des 2 dernières années qui manquaient lorsque j'ai fait cette conférence. Alors là, c'était quand même déjà, vous le voyez, une augmentation qu'on peut situer à plus 4 degrés, environ moins 13,5 ici et environ moins 9,5 ici, et en 35 ans. Donc on est sur une tendance des minimums à être moins sévères d'environ 1,1 degré par décennie, tous les 10 ans. C'est absolument considérable, absolument faramineux. Alors regardons quand même les données réactualisées. J'ai donc rajouté 2021 et 2022, parce que sinon on va encore dire que j'ai essayé de vous cacher une vérité. Mais non, non, non. Donc ce sont des années plutôt froides si on compare aux 5 ou 6 qui ont eu lieu juste avant. Tout en étant, et c'est pour ça que j'ai un tout petit peu ironisé
sur l'usage du grand froid par les médias lors de l'épisode qu'on a eu en courant décembre, donc ce moins 12,9 qui est ici à la station météo de Strasbourg, un peu plus froid chez moi ici, mais il faut comparer ce qui est comparable. Donc le moins 12,9 du 17 décembre se trouve ici. Et il est sérieusement plus froid que les 5-6 années qui précèdent, néanmoins nettement plus chaud que toute une tapée d'années qu'on connaissait régulièrement avant. Regardez ici, on est presque une année sur deux en dessous de ce seuil que nous avons connu là récemment, alors que pour l'instant, c'est 2 années sur 8. Statistiquement, ce n'est plus du tout, en termes de fréquence, ce n'est plus du tout la même notion, la même chose. Et il faut donc voir maintenant comment ça va évoluer. Du coup, et c'est ça qui est intéressant, qui nous montre la différence de perception entre ce qu'est un climat, une moyenne sur une période suffisamment longue pour que les oscillations se compensent, et la météo. J'ai rajouté, donc si on compare la courbe à gauche et celle à droite, j'ai juste rajouté ces 2 années, 2021-2022, et j'ai fait recalculer la courbe de tendance à mon ordinateur. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Alors vous allez dire, Didier, tu as truqué. Enfin, pas vous, puisque vous n'êtes pas dans le négationnisme, mais ceux qui sont dans le négationnisme vont dire, oui, Didier truque les calculs. Pas du tout. C'est que tout simplement, il y a 35 données, et que 2 données qui tirent un peu vers le bas tirent très peu. On voit ici que dans l'ancienne présentation, on était un poil en dessous du moins 10, et on voit que maintenant, la courbe est très légèrement redescendue, et elle est pile sur le moins 10. Là, moins 9,5 ou quelque chose comme ça. Là, moins 10, 0,5 de différence. En termes de tendance, ça ne change pas grand-chose. J'ai ajusté, plus 3,5 degrés de différence, comme ça, hein, en regardant les quadrillages, ce qui reste 1 degré de gagné sur les minimales chaque décennie en moyenne ces derniers temps. Ça reste absolument phénoménal, même si on prend en compte ces 2 épisodes. Si je prenais les températures moyennes, ces 2 épisodes, on ne les verrait même pas parce qu'ils seraient au-delà de la moyenne habituelle. Les quelques jours de froid qu'on a eu en décembre auraient été balayés par toutes les minimales beaucoup plus élevées que la normale qu'on a eu en novembre, début décembre et qu'on a de nouveau depuis. Donc ces extrêmes n'existent que parce qu'on analyse les températures extrêmes minimales. Elles sont extrêmement intéressantes parce que qu'il y ait une journée ou qu'il y ait 5 journées ou qu'il y ait un mois où il fait très froid, on va dire moins 13, pour le jardinier, les effets sont quasiment les mêmes, même si une journée une seule nuit à moins 13, on peut essayer de l'esquiver par des protections, voire du chauffage pour ceux qui ont des serres, etc. Alors que si c'est un mois, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais disons en gros, la moyenne là est pour moi un mauvais indicateur. Non pas que ce soit faux, c'est juste qu'il me suffit d'une nuit froide, donc minimale, extrême, comme guide pour le potager. Alors si on prend tout ça maintenant en différents chiffres, une autre façon de voir, ce sont les fréquences, c'est-à-dire combien de fois actuellement, quand j'ai tourné la vidéo il y a quelques jours, 2 semaines,
avec Laurence et quand on a semé, et on a continué de semer depuis, c'est un calcul probabiliste qu'on fait, c'est-à-dire on se dit quelle est la chance pour que ce soit détruit. S'il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit détruit, bien évidemment, même si l'effort est relativement réduit dans un potager du paresseux, donc dans ce cas-là, bien entendu, on n'aurait pas semé. Si, comme c'est le cas sur les 10 dernières années, 6 fois on n'est pas descendu en dessous de -10, ça vaut la peine d'essayer parce que, je le dirai dans un instant, -10 est une température que supportent pas mal de légumes rustiques. Bien sûr, pas les tomates, pas les chayotes, pas les christophines, etc. Autre donnée illustrée sur le début de saison janvier-septembre 2022, le minimum enregistré était de -5,5. Ça veut dire que les semis que nous avons faits l'an dernier entre Noël et Nouvel An sont passés comme une lettre à la poste, parce que -5,5 sur des légumes rustiques, ce n'est pas un sujet. C'est un épiphénomène, ça ne les perturbe pas. Bien sûr, 3 jours ou 2-3 jours d'arrêt de croissance. Toujours sur les notions de fréquence, donc essentielles à une décision agronomique, 12 années sur les 22 dernières, les minimales du mois de mai, c'est au mois de mai que se situent ces saints de glace qui font tant parler d'eux et qui tétanisent les pauvres terroristes, les jardiniers qui ne tremblent, les saints de glace. Chers amis jardiniers, désormais quand on vous dit saints de glace, 8 années sur 10, pensez Saint-Mico, Saint-Häagen-Dazs, Saint-Magnum ou Saint-Carte d'Or. Vous irez manger des glaces dans un magasin, dans le secteur piétonnier de votre ville, etc. 12 années sur les 22 dernières années, les minimales de mai ne sont pas descendues sous +4. Même les chochottes, une année sur 2, au mois de mai, ne craignent rien. Alors, vous allez me dire, il reste une année sur 2 où elles craignent. Alors il aurait fallu approfondir, et j'avoue que je n'ai pas la réponse toute prête. Combien y a-t-il d'années entre 0 et 4 et combien d'années descendent en dessous de 0? Il n'y a que quand on descendra sous 0 qu'on commencera à avoir des problèmes en mai. L'an dernier, ça s'est produit chez moi le 31 mai. C'est dans une des vidéos, je crois. Entre ce que j'ai filmé et pas édité, je ne sais plus où j'en suis. Mais j'ai eu donc une mini-gelée de 3 heures le matin qui m'a flingué les butternuts. Donc oui, on restera toujours encore avec des risques. Je reviendrai sur ce sujet au moment de parler des applications concrètes de toute cette analyse. Une chose que je ne voudrais pas passer sous silence, parce qu'encore on me le reprocherait en disant que j'occulte ce qui va à l'encontre du réchauffement climatique, mais on va voir que ce n'est pas le cas. Il y a en mai une situation paradoxale, en tout cas sur l'est de la France, sur Strasbourg. En mai, les minimales, ces dernières années, ces 30 dernières années, baissent en tendance. Donc, même s'il n'y a plus beaucoup de températures très très basses, la tendance générale des minimales est à la baisse. Donc, c'est contraire à ce qu'on attendrait en période de réchauffement climatique. J'ai les courbes, je ne les ai pas mises ici dans ce PowerPoint, mais j'ai les courbes, c'est incontestable. Alors l'explication, et c'est pour ça que je disais ce n'est un paradoxe qu'en apparence, qu'est-ce qui se passe en mai? Et on le verra aussi,
le nombre de jours d'ensoleillement augmente. Or, vous l'avez sans doute, si vous jardinez, déjà constaté, c'est quand les nuits sont claires et que l'air est extrêmement sec qu'on va avoir des gelées blanches par ce qu'on appelle les phénomènes de radiation, de rayonnement de la chaleur à partir de la Terre. Cette chaleur est renvoyée vers l'atmosphère. Si fait gris, si l'air est riche en vapeur d'eau, la vapeur d'eau étant un gaz à effet de serre, si il y en a beaucoup dans la basse atmosphère, hein, donc le paysage est voilé comme ça c'est le signe que l'air est relativement humide. Quand il est vraiment vif, que vous pouvez prendre un téléobjectif et faire une photo à plusieurs kilomètres sans que ce soit un peu flou, là vous avez de l'air très sec avec très peu de vapeur d'eau dans cette atmosphère. Cette situation, donc ciel clair, absence de nuages, air sec, est de plus en plus fréquente au mois de mai. Donc la journée, c'est une très bonne chose, réchauffement rapide de votre système, les plantes ont enfin suffisamment de lumière pour une croissance qui n'est pas bridée par le manque de lumière, mais le risque d'avoir donc des gelées dites radiatives par rayonnement augmente. Ça, c'est incontestable. Et c'est donc lié à d'autres facteurs climatiques qui, eux, évoluent favorablement. Alors, je le disais, de nombreux légumes rustiques supportent aisément les -10 et je vais essayer de terminer très prochainement la vidéo que j'ai commencée suite à l'épisode froid et de neige qu'on avait, et je vous montrerai que dans mon potager, pas mal de légumes ont survécu sans problème, des oignons, des poireaux, des choux de Milan, des choux cabus, et puis je vous les énumérerai parce que là, des carottes, des betteraves rouges, bien sûr la mâche, bien sûr pas mal de salades, et d'autres y sont passés. Là, j'ai joué au poker, parce que quand on joue aux limites des saisons, donc notamment quand on joue avec des cultures hivernales, et bien là, bing, ça peut faire très mal. On se prend à -14,7, puisque c'est la température minimale qu'a supporté mon potager le 17 décembre en extérieur. Et l'un ou l'autre légume fait la tronche. Le fenouil est passé, les brocolis y sont passés. Une variété de chou-fleur que j'avais en place a un peu souffert. On verra que les artichauts ont un peu souffert, mais s'en sortent, etc. En gros, retenez, cette limite n'a rien de magique, elle est juste facile à retenir, que la plupart des légumes rustiques, hein, donc je mets de côté ce que j'appelle chochotte, toutes les solanées, les cucurbitacées et quelques autres espèces plus sensibles. J'ai oublié tout à l'heure, les épinards ont très bien résisté. Donc toutes les rustiques résistent à -10 à condition qu'ils soient secs, au sec. Il se passe quelque chose dont on ne mesure pas assez l'importance. L'hiver, ce n'est pas tant, alors il faut du froid, mais ce n'est pas tant le chiffre de la température minimale qui tue, c'est l'humidité. Alors pas tous les légumes, certains légumes. Perdons 5 minutes à essayer d'élucider ce mystère. C'est assez simple. Les végétaux, les cellules végétales ont ceci de particulier qu'elles sont entourées par une membrane cellulosique. C'est le squelette, c'est ce qui permet à une feuille de tenir et de garder sa forme.
Les végétaux n'ont pas comme nous un squelette fait d'os. Et donc toutes les cellules ont une membrane, toutes les cellules végétales ont une membrane cellulosique, dans laquelle il y a ensuite la membrane cytoplasmique, la membrane cellulaire normale de toute cellule, comme les nôtres, qui sont molles. Et donc, lorsque un froid s'installe, si ce n'est pas trop brutal, si ce n'est pas plus 14 aujourd'hui et moins 15 cette nuit, ce qui peut arriver. J'exagère un peu, mais l'arrivée brutale d'un front froid et d'air polaire, notamment dans l'est de la France, est une hypothèse qu'il faut envisager. Mais donc, si ça s'installe progressivement en quelques jours, les végétaux rustiques de chez nous, ceux qui sont des sélections de vieux légumes de nos terroirs qu'ont connus les Ostrogoths qui vivaient dans nos régions, ces légumes ont des mécanismes adaptatifs. En gros, elles vont concentrer le cytoplasme, le jus qu'il y a à l'intérieur de la cellule, en fabriquant des sucres, des glycérols, différentes molécules qui font que le jus de la cellule, le cytoplasme, est davantage concentré et donc gèle moins. Si vous mettez du sel dans une bouteille, plus vous mettez de sel, et plus il faudra une température basse pour qu'elle gèle. Et une partie de l'eau qui est à l'intérieur de cette cellule est rejetée vers des petits espaces qu'il y a entre ces cellules. Comme elles ne sont pas souples, elles ne s'ajustent pas totalement exactement. Et entre différentes cellules, il y a des petits coins, ce qu'on appelle des méas. Et donc, pour concentrer le jus à l'intérieur de leurs cellules, les végétaux vont rejeter de l'eau dans ces méas. Si ça gèle là-dedans, on s'en fout puisqu'il ne se passe rien là-dedans. Pas grand-chose, c'est un peu plus compliqué. Il y a des bactéries, il y a plein de choses, mais bon. Du point de vue du mécanisme fondamental de la cellule, fabrication de glucose, fabrication de protéines, fabrication de l'ADN, il ne se passe rien dans ces méas. Et donc, la cellule, le végétal, survit dans ces conditions. Sauf que, si certains légumes ont des feuilles avec une cuticule cireuse qui fait que l'eau ne rentre pas dedans, regardez comment se comportent des choux quand il pleut, regardez comment se comporte un poireau quand il pleut. D'autres n'ont pas cette facilité, et je pense tout particulièrement à la large gamme de salades, de laitues, carottes, frisées, etc., que l'homme a sélectionné pour que soient tendres dans la bouche. Et donc, on a cherché les feuilles les plus tendres possibles, ce qui sont des feuilles qui n'ont plus de cuticule très dure. Croquez dans une feuille de chou, croquez dans une feuille de laitue, et vous allez comprendre immédiatement ce que je vous explique là. Alors, j'en reviens à l'eau qui tue. Donc, chez ces végétaux-là qui n'ont pas une bonne protection contre l'hiver, eh ben, quand il pleut ou quand il y a un brouillard épais qui retombe en bruine, cette eau rentre, puisque l'épiderme n'est pas protégé par une cuticule suffisamment étanche, et va diluer le jus, le cytoplasme des cellules. Et donc va faire exactement l'inverse de ce qu'essaye de faire la plante. D'où le fait que certaines laitues peuvent résister à des moins 12, des moins 14 sans problème, et succomber à des moins 6 si en même temps il pleut. Et donc d'où l'importance d'abriter certains de ces légumes de la pluie et de l'humidité. Et à ce moment-là, avec les tendances que nous venons de voir, on peut rester un certain nombre d'années, donc suffisantes, pour que ça vaille le jeu d'essayer de cultiver tôt au printemps ou en hiver. Dernier point qui est totalement contre-intuitif, et là encore la plupart des jardiniers sont en mode panique parce qu'ils pensent le contraire,
les petits plants, une fois qu'ils se sont légèrement développés, stade 4 feuilles, des laitues, des oignons et de plein de légumes, c'est là que la résistance au froid est maximale. Ce ne sont pas les grands légumes. Eux, ils n'ont plus les mécanismes parce qu'ils sont déjà trop avancés, ils sont déjà en train de préparer la montée en graines ou de remplir les organes de réserve, etc. Ils ne sont plus dans la phase se protéger, ce qui a été imposé aux légumes rustiques de chez nous par les hivers qu'on connaissait. Donc ceux qui ont survécu, c'est qu'en gros, leurs bébés ne craignaient rien quand il faisait froid, sinon ils ne seraient plus là aujourd'hui. Et donc, ces deux choses ensemble me feront esquisser tout à l'heure une autre façon élargie de jardiner et une révision des calendriers qui figurent tant sur les sachets de semences que dans les guides classiques qui sont plus ou moins des dérivés de ce que les maraîchers de Paris ont écrit dans les années 1850 et ça a fait force de loi, c'était la Bible des jardiniers et aujourd'hui encore, la plupart des youtubeurs, des écrivains potagistes recopient les tableaux qui datent de cette époque et qui sont obsolètes, dépassés, rances. Il faut regarder ailleurs. Alors, on va vite fait, à l'arrache, rajouter un dernier point sur les températures. Une autre façon d'essayer de savoir si oui ou non le réchauffement climatique est une lubie des gouvernements, un fantasme des Chinois, une obsession des Américains et que sais-je, c'est de regarder un peu les records. Et donc sur cette diapositive, vous avez le classement des températures maximales et minimales au mois d'août. Donc c'est juste un mois pris au hasard à Strasbourg. Donc si on prend juste les mois d'août et qu'on regarde les 31 années les plus chaudes ou les maximales ont été les plus élevées. 23 parmi ces 31 années, donc 2 tiers en gros, se situent dans les années 2000, en sachant que ce sont des enregistrements qui commencent en 1924. Et si on prend par l'autre bout, les mois d'août, et on classe les mois dont les températures moyennes de ces mois ont été les plus basses, on se rend compte que 29 sur les 31 mini se situent avant les années 2000, dont 13 avant 1950. Donc, en gros, une majorité de records de température maximale au mois d'août sont après 2000 et une grande majorité des records des minimums du mois d'août sont avant l'année 2000, un gros tiers, pas tout à fait la moitié, avant 1950. Donc là encore, on peut nier, on peut capillotracter, on peut se croire éclairé, on peut même se penser lumineux, au risque d'être illuminé. Les faits, je ne parle que du passé, je ne parle pas de projection, je ne parle pas de choses
qui sont susceptibles d'arriver à l'horizon 2050-2100. Je ne suis pas dans le discours des médias, je suis dans des faits de brut. Est-ce que mon père a connu le même climat que moi? Et je réponds brutalement, non. Si on vous le prétend, c'est juste que ce sont des illuminations, des hallucinations, des uluberlus. Regardez les chiffres. Alors avant de quitter les questions de température, deux ajouts qui ne figuraient pas à ma conférence. Une première, j'ai zappé le tableau dans lequel je représente le tunnel dans lequel évoluent les températures minimales dont on vient de parler il y a un instant. Donc je rajoute cette diapo avec, donc, comme il s'agit d'extrêmes, je rappelle que ça oscille beaucoup plus que si on prend des moyennes. C'est inhérent à la méthode, d'où l'intérêt d'ailleurs de préciser si c'est une température extrême, que ce soit mensuelle, que ce soit annuelle qu'on considère, ou si c'est la moyenne annuelle des maximales ou la moyenne mensuelle des minimales. Donc faites très attention parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on est donc sur les extrêmes et on voit, donc j'ai un tout petit peu, écrêté le tunnel, de temps en temps couper une des extrêmes, que ce soit vers le haut ou que ce soit vers le bas. Mais là encore, on voit très clairement la montée moyenne d'environ moins 15 à aujourd'hui environ moins 10, avec des oscillations autour de ce moins 10. Et les 2 années un peu, avec des minimales un peu plus basses que les années qui ont précédé, donc 2021-2022, qui n'impactent absolument pas cette tendance générale. Je vais aussi, parce que je suis tombé sur ce document pas plus tard que ce matin au café, rajouter des extraits d'une note qu'a fait Météo France avec la question « Où sont passés nos hivers ?» un document daté du 13-12-2022. Là encore, sans aucune ambition de convaincre les négationnistes, les nihilistes, etc., j'ai lu le commentaire de quelqu'un qui traite Météo France d'officine. Pour les autres, Météo France a été un peu raboté par différentes mesures d'économie du gouvernement, a été prié de trouver des ressources propres par des prestations de services, etc. D'où le fait qu'un nombre non négligeable de leurs données ne sont pas facilement disponibles puisque ça se vend. Y compris aux chaînes privées, il y en a pléthore sur Internet, c'est souvent une personne qui vous vend de la pub, qui utilise des données météo, soit de Météo France, soit d'autres météos internationales qui mettent encore en circulation des données gratuites, y compris les prévisions. Ne pensez pas, je ne vais pas donner de nom pour pas leur faire de pub, ne pensez pas que telle et telle et telle et telle chaîne dominante sur Internet fasse des prévisions à eux. Les modèles, il faut des méga-ordinateurs, tournent et elles peuvent faire une interprétation à leur sauce, de même que moi je viens de faire là et je vais continuer de faire des interprétations des données Météo France à ma sauce. Donc Météo France n'est pas une officine, c'est un établissement public si je ne m'abuse,
avec des ressources propres, avec quelque chose comme, ça a été raboté, je viens de le dire, il doit rester plus de 2500 personnes, donc appeler officine une structure de 2500 personnes, ça montre tout de suite le niveau d'argumentation, la méthode, l'excellence de la méthode conspirationniste. Comme on n'a pas d'argument, on bave sur le truc. Météo France est une officine, 2500 personnes à peu près, 2300 peut-être actuellement, pas loin de 2000 ingénieurs, dont des ingénieurs des ponts et chaussées, etc. Alors je sais, les conspirationnistes exègrent les scientifiques. Eh oui, ils les contredisent et ils sont incapables d'opposer un argument. Donc forcément, du point de vue d'un négationniste, ces 2000 ingénieurs sont des grands crétins à la botte du gouvernement. Inutile de mettre ce commentaire, je le connais. Donc, je reprends cette note de Météo France pour ceux qui pensent que Météo France se creuse un tout petit peu le ciboulot. Je précise que les hivers, au sens de la météo, c'est les mois entiers de décembre, janvier, février. C'est là que dans l'hémisphère nord, on a les températures les plus basses. Novembre, il peut y avoir un coup de froid, mais novembre, globalement, n'est pas très froid. Et en mars, de longue date, ça se réchauffe, c'était les giboulées de mars, etc. Ne te découvre pas d'un fil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour il fera beau, tu as envie de te découvrir, le lendemain, tu prenais une giboulée. Ah, c'est en avril qu'on ne se découvre pas d'un fil, je me gourde un mois. Alors, vous avez là les écarts à la moyenne des températures donc pour les 3 mois d'hiver à partir de 1899-1900, donc on va dire 1900 jusqu'à 2020 inclus. Les écarts à la moyenne, ça veut dire qu'on prend ce que j'avais appelé une normale saisonnière, donc la référence là c'est 91-2020, les 30 années, on calcule la moyenne des mois d'hiver, et puis ensuite chaque année on calcule et on compare. Vous voyez que en gros, jusque vers les années 60 inclus, c'est de façon tout à fait dominante et de façon parfois considérable en dessous. Donc aujourd'hui, la moyenne est bien plus chaude que la moyenne des hivers de 1900 à 1965 à peu près. Après, on a une période des années 65 aux années, début des années 2000 où on peut dire c'est relativement équilibré. Vous avez des barres rouges, des barres bleues, des barres rouges, des barres bleues, des barres rouges, des barres bleues. Et puis, plus on avance vers 2020, et de plus en plus, on n'a plus que des barres rouges et les barres bleues, d'une part, disparaissent et d'autre part, sont de moins en moins longues. Interprétation extrêmement simple, il y a de moins en moins d'écart vers le bas, c'est-à-dire d'hiver dont la température moyenne est en dessous de la normale. Et de plus en plus, s'il y a écart par rapport à cette moyenne, elles sont vers le haut. Donc ça dit, sous une autre forme, à peu près ce que je viens d'exposer dans les tableaux que j'avais faits. Météo France donne pour Besançon, donc ils ont pris une ville plutôt sur l'est. Besançon n'est pas connu ni en France, ni dans le monde pour sa douceur exquise de son climat. Ce n'est pas l'endroit où viennent les milliardaires en jet, etc. C'est aux portes du Jura et ce n'est pas si loin d'une des communes les plus froides de France, qui est Mout. Et qu'est-ce qu'on voit?
ben, le nombre de jours annuels de gel a sérieusement diminué si on prend chaque fois des périodes de 30 ans, ceux qu'on utilise pour les normales saisonnières. 31 à 60, il y en avait 73,7, de 61 à 90, 72, ça avait peu baissé, et puis de 91 à 2020, 57,8, là on a une baisse qui est beaucoup plus marquée. Et une autre donnée qui va dans le même sens et qui intéresse beaucoup qui devrait intéresser beaucoup les jardiniers de Besançon, mais vous pouvez extrapoler plus ou moins ailleurs, c'est le nombre de jours sans dégel. Quand ça ne dégèle pas, il se pose un problème particulier dont je n'ai pas parlé, donc je vais en parler ici. Les plantes ne peuvent plus se réalimenter en eau. Donc des périodes longues de gel et de sol gelé posent des problèmes particuliers au niveau des plantes. Si vous avez des plantes en pot qui restent dehors, souvent ce qui flingue les plantes en pot, c'est le fait que vous les avez mis dans un pot qui est un peu étroit, qui, quand il fait très froid, gèle jusqu'au cœur de ce pot. Les racines, qui ne sont pas habituées dans un sol naturel à être au froid. Dans un sol naturel, vous avez 1 ou 2 cm qui gèlent, chez nous, je ne parle pas des permafrosts en Sibérie, etc. Quelques centimètres qui gèlent, et en dessous, le sol ne gèle pas parce qu'il est alimenté par la chaleur géothermique. Donc ce nombre de jours sans dégel est un indicateur agronomique important. Et là encore, 31 à 60, 14 jours, 61 à 90, 13 jours, j'arrondis, 91 à 2020, plus que 8 jours. Donc là encore, ça baisse un tout petit peu d'abord, les 30 premières années, et puis maintenant, ça s'accélère. La neige, qui d'ailleurs, du point de vue agronomique, est plutôt quelque chose de positif, considérez que la neige est un manteau qui protège vos légumes. Donc sous la neige, il est rare qu'il y ait des dégâts. C'est quand il n'a pas neigé et que le froid s'installe parfois avant qu'il ne neige, ou quand ça dégèle et puis que le ciel s'éclaircit et qu'on a au printemps des gelées radiatives importantes, c'est là que les plantes vont souffrir. Quoi qu'il en soit, Besançon toujours, qui n'est pas donc la partie la plus douce de France, et là, qu'est-ce qu'on constate? Un écroulement du nombre de jours pendant lesquels il y a plus de 10 cm de neige. Depuis 2011, il n'y a plus une telle épaisseur à Besançon, alors que dans les années 50, 60, 70, presque toutes les années connaissaient quelques jours, parfois plus de 20 jours, avec plus de 10 cm de neige. Donc là encore, je serais tenté de dire, il n'y a pas photo de neige. Dernier tableau qu'il y a dans ce document Météo France, ce sont le nombre de jours en dessous d'un certain seuil, et il y en a évidemment un qui m'intéresse beaucoup, celui en dessous de -10, donc en bleu. Je vous ai expliqué que ce -10, grosso modo, c'est un peu un seuil. En dessous, la majorité des légumes rustiques, surtout s'ils sont au sec, résistent. Au-delà, certains légumes, même dits rustiques, et surtout s'ils sont imbibés d'eau, peuvent connaître des problèmes. Et là, on voit quoi? On voit un effondrement de ces nombres de jours en dessous de 10, donc en bleu, on passe d'environ 6 sur les premiers 30 ans, 31-60, on passe ensuite à presque 4
en 61-90 et on tombe à une journée et demie entre 95 et 220. Alors une journée et demie, évidemment, c'est une moyenne statistique sur 30 ans, ça veut dire que des fois il y en aura 3-4 et puis des fois 0. Quand il y en aura 3-4, ben, vous risquez d'avoir des problèmes avec les plus fragiles de vos légumes d'hiver. Je le répète, à Besançon, pas la ville la plus douce de France. J'espère que les gens de Besançon ne vont pas me tomber sur le rable. C'est voisin de Strasbourg. Hein. Et puis, certaines années, ce sera 0, c'est-à-dire, ce aura été une grave erreur que de ne pas cultiver ces années-là. Voilà donc l'ajout avant de maintenant parcourir les autres facteurs climatiques et leur évolution et avant de conclure un peu plus globalement sur le changement climatique. Bon, alors suite de cette conférence, 2 jours plus tard, tout ce que j'ai fait hier, je l'ai raté parce que une ou l'autre chose m'a fait faux bond. Donc je l'ai foutu à la poubelle. J'en étais au niveau donc, des autres facteurs climatiques, après avoir parcouru quelques aspects majeurs liés aux températures, et le facteur agronomique décisif suivant, c'est clairement l'eau, les précipitations. La précipitation en météo regroupant neige qui tôt ou tard fond et pluie à proprement parler. Et je ne vous cacherai pas que quand j'ai commencé mon travail de recherche et de préparation des graphiques dont vous avez vu certains dans ce qui précède et vous allez en voir d'autres, j'étais persuadé, mais alors intimement convaincu, j'aurais parié pas une fortune, parce que je ne parierai jamais une fortune, mais j'aurais parié sans hésiter qu'on était sur une tendance très nette à des sécheresses. Donc là encore une fois, hein, les sécheresses, des inondations par-ci, par-là, ne font pas un changement climatique. Ce sont des événements météo, même si on peut commencer quand même sérieusement à s'interroger quand ce genre d'événement ne cesse de se répéter, de se multiplier. On peut certes, les négationnistes ont beau jeu de dire que les caméras des TV se précipitent là où est la misère. Interrogez-vous pourquoi la misère est payante en termes de pub, etc. Hein, pourquoi on se précipite, pourquoi on se complaît à voir et revoir des images de misère dans le monde. Ce serait un autre débat. Donc on pourrait dire que, et c'est sans doute vrai, qu'aujourd'hui nous sommes davantage informés sur ces questions et que la question du changement du climat étant, on va dire, à la mode, dès qu'il se passe quelque chose quelque part, les médias en parlent et les caméras se précipitent. Donc, allez, admettons, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'étais convaincu, mais alors absolument convaincu, que la tendance était nettement à une augmentation des sécheresses. Et puis, j'ai pris les données, alors une donnée, on va dire, assez globale d'abord, les précipitations annuelles, totales, à Strasbourg, et vous voyez là ce que ça donne, une courbe qui, en tendance, monte. Tiens, bizarre. J'étais persuadé du contraire, et voilà-t-il pas que les chiffres me disent que les précipitations à Strasbourg ont tendance à augmenter
d'un peu moins de 600, là vers les 580 après-guerre, on en serait arrivé à un peu plus de 650, toujours en moyenne lycée, tantôt plus, tantôt moins, tantôt plus, tantôt moins. Vous avez commencé à comprendre cette différence entre les événements météo année après année et la tendance, on va dire, lourde que cela représente. Alors, j'ai rajouté 2021 qui manquait sur mon graphique, une année humide qui tire vers le haut, et heureusement est arrivé 2022, au moment où je faisais ma conférence, on en était à 450 mm de précipitation, donc on avait le sentiment que 2022 allait tirer vers le bas. Donc j'ai réactualisé cette courbe, la voilà avec 2021 ici en haut, près de 800 mm, et avec 2022 qui, à Strasbourg, a fini juste un peu en dessous de 600 mm, c'est-à-dire à peu de choses près la moyenne de ces 30 dernières années. Pas tout à fait, on est à une quinzaine de pourcents en dessous de la moyenne, donc ce qu'on appelle cette moyenne des 30 dernières années, qu'on appelle les normales saisonnières. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, quand je ne vois pas clair dans les courbes, je fais ma moyenne flottante. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a une première période moyenne flottante sur 11 ans. Donc, chaque point représente 11 années. Et les grosses variations sont lissées. Et on remarque que dans un premier temps, des années 50 aux années 75, c'est remarquablement stable, on pourrait dire, aux environs de 600 mm. Puis on a comme une sorte de palier, d'escalier, pour de nouveau être assez stable, avec quand même un creux là au milieu, mais assez stable, d'environ 75 à 2005. Et depuis, on semble avoir une petite baisse, mais qui ici n'est pas nécessairement fulgurante. 2021 nous a là tiré un tout petit peu vers le haut. Donc voilà la situation réelle des précipitations à Strasbourg. On voit tout de suite que réchauffement climatique, plus exactement, je préfère le mot changement climatique, parce que changement veut dire que ça peut monter mais que ça peut baisser aussi, donc c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus compliqué ce changement climatique lorsqu'on se penche sur les précipitations que ce que j'avais imaginé tout d'abord. Alors j'ai fait ma coupure toujours sur ces deux périodes, on va dire, après-guerre jusqu'en 85 et puis 85 à 2020 pour voir un tout petit peu comment mes courbes, mes oscillations pouvaient s'ajuster. Et donc on a en gros une montée tendancielle sur la première période de 550 à presque 650 et sur la deuxième période, donc 85 à 2020, on a une baisse à peu près équivalente d'une centaine de millimètres. Et donc aujourd'hui, on est revenu à des valeurs d'après-guerre. Voilà donc la vérité en ce qui concerne les précipitations et le changement climatique regardé sous l'angle de l'eau. Comme dit en introduction, j'étais persuadé du contraire, mais si j'avais un peu réfléchi, il y avait quand même des indices ces derniers temps, notamment un certain nombre d'inondations
pas si loin d'ici, on a connu notre lot il y a, je ne sais pas, une douzaine d'années, quand Waslon a été inondé. On a eu plus récemment des inondations à Molsheim. On a eu l'épisode de 2021 en Allemagne et 70 morts, des bouts de villages, une autoroute, c'était peut-être une nationale, balayée. Enfin bref, les Allemands avec leurs marques célèbres, leurs pognons, leur rigueur budgétaire ont été infoutus de lutter contre des précipitations quand la météo se déchaîne. On a des épisodes dans d'autres pays périphériques. Donc finalement, quand on y réfléchit un tout petit peu, il ne faut pas se laisser abuser par notre ressenti de jardinier avec nos légumes qui semblent se dessécher sur pied, notamment en 2022, notamment en 2019. Continuons. Donc là, ce sont les courbes actualisées. Comme la dernière fois, on voit qu'en rajoutant ces dernières années, ça ne change rigoureusement rien, ou ça change millimétriquement ici la courbe. Regardez ici, dans l'ancienne mouture, on touche les 600 mm. Dans la nouvelle, on est très légèrement au-dessus, mais on n'est pas là du tout dans quelque chose qui remet en cause la tendance récente. Et donc la question qui se pose, comment est-ce que ça va se continuer? Est-ce qu'il va y avoir là une accélération vers le bas ou pas? Voilà la question essentielle quand il s'agit d'agriculture. J'ai regardé, on va passer vite parce qu'il n'y a pas de vraie tendance. J'ai regardé les données pour un certain nombre de mois. C'est extrêmement fastidieux puisque je rentre chacun de ces points que je lis dans un tableau et je les rentre dans un tableur Excel. Donc je n'ai pas fait tous les mois. Mais comme vous pouvez le voir, sur la période d'été, si en mai, on a une augmentation assez significative quand même des précipitations. D'un peu plus de 50, on arrive à un peu moins de 100. Pour les autres mois, c'est plutôt stable. Pour août, en légère baisse. Ce qui domine, ce sont quand même les énormes variations beaucoup plus importantes. Donc l'aléa, est-ce qu'il va pleuvoir, oui ou non, est beaucoup plus important que ces tendances longues relativement insignifiantes. Par contre, j'ai passé à la loupe un deuxième facteur. Alors pareil, pas pour tous les mois, pour un mois qui me paraissait un peu un mois charnière, on va y venir un peu plus tard, le mois de mai. Et si on regarde les précipitations extrêmes, c'est-à-dire les plus fortes pluies qui tombent durant une journée sur un mois, là on voit quelque chose qui est très intéressant. On voit que la quantité de pluie qui tombe brutalement en une fois est en nette augmentation au mois de mai. Je ne peux pas l'affirmer sur la base de données, mais j'ai le sentiment que c'est aussi un peu le cas sur d'autres mois. Donc l'intensité des pluies augmente avec au mois de mai, notamment des phénomènes d'orage de plus en plus tôt. Ce n'est pas du climat, mais quand même, à savoir, en juin 2022, on a enregistré 200 000 éclairs en France, ce qui est un record. Donc on n'avait jamais eu autant d'orages depuis que les enregistrements existent. C'est relativement récent. Donc on n'avait jamais eu autant d'orages en France. Le risque de grêle, rappelez-vous de ces épisodes avec, y compris chez moi, donc mon potager,
le 26 juin, a été totalement détruit, haché par des grêles dont certaines avaient la taille de balles de ping-pong. Ailleurs, ils ne jouaient pas au ping-pong, ils jouaient au tennis, hein, avec des dégâts. Ma voiture porte quelques traces qui était garée dehors, porte quelques traces de cet épisode. Et ailleurs, ça a été pire, avec des dégâts sur les serres, les vérandas, les toits, etc., etc. Point de vue agronomique, quelque chose qui est un peu moins connu, mais qui est lié à ça, à la violence des pluies et aussi à l'état, la non-couverture des sols, on a alors un phénomène qu'on appelle la battance. Ces pluies qui cognent un sol nu vont totalement casser la structure du sol et en faire comme une sorte de béton. Dès que ça va se dessécher, vous allez avoir une croûte qui va se former, sauf à avoir des sols extrêmement sableux, ou sauf à les protéger par des couvertures. Par couverture, j'entends des végétaux, paille, foin, BRF, enfin, ce que les uns et les autres peuvent utiliser. Toujours en lien avec la violence croissante de ces pluies, le ruissellement qui va augmenter. Une fois que la surface du sol a été bien massacrée, les éléments fins, cette espèce de boue qui se forme en surface du sol, va couler et remplir les fossés, les rivières, les égouts et va finir dans les maisons inondées. On a tous en tête ces images, inondation après inondation, de gens avec une raclette qui sortent de la boue. Désastre ici, cette boue, quand elle était dans les champs et dans les jardins, c'était une bénédiction, c'était les fameux limons qui portent une bonne part de la fertilité des sols. Des éléments nutritifs du sol sont absorbés sur la surface de ces limons et des argiles. Voilà, et donc se pose la question de, parmi ces précipitations et ces volumes qui tombent, quelle est la part des pluies qui sont réellement utiles aux jardiniers? S'il tombe 100 mm en 2 heures, mais que 80 vont inonder la boulangerie en bas dans votre village, vous n'en avez que 20 dans votre sol parce que cette pluie n'a pas pu rentrer dans votre sol. Et donc 3 jours après, beau soleil, les 20 mm seront très vite consommés et de nouveau, vous aurez besoin d'arroser. Et c'est là que, évidemment, je ne peux m'empêcher de placer un couplet sur les vers anéciques. Je rappelle que ce sont les vers capables de construire et d'entretenir des galeries verticales. Plus vous avez de vers anéciques, donc moins vous travaillez votre sol et plus cette eau pénètre profondément dans le sol puisque ces anéciques sont capables de creuser jusqu'à 2 mètres, des galeries qui vont jusqu'à 2 mètres, couramment jusqu'à 1 mètre. Et dans mon potager, mis à part l'allée centrale qui est piétinée, je n'ai jamais vu d'eau s'écouler, quelle que soit la violence des orages. Ce qui veut dire que mes éléments fertilisants ou mes éléments nutritifs des plantes, je les garde chez moi, je ne les envoie pas à la boulangère en bas dans le village. Et ça veut dire que quand le beau temps revient, j'ai une croissance faramineuse pendant une période bien plus longue parce que j'ai 100 mm dans mon sol et non pas juste 20. Donc c'est tout à fait essentiel, c'est pas le sujet, mais il faut quand même le rappeler que plus les précipitations deviennent extrêmes et plus le fait d'avoir un sol bien structuré, bien protégé par une couverture de matière organique et une activité biologique de vers de terre notamment extrêmement intense est absolument critique.
Alors j'avais fait un petit focus sur l'année 2022, tout en sachant donc, je le répète, qu'une année, c'est un événement météo, ce n'est pas une tendance climatique, que je viens de réactualiser. Donc ça, et ce que je vais dire là n'est vrai qu'à Strasbourg, hein. Attention, prudence, plus généralement on va le voir en Alsace, mais d'autres régions ont connu une année 2022 bien différente du point de vue des précipitations. L'année à Strasbourg avait commencé dans la moyenne, hein. Les normales saisonnières sont figurées par ce pointillé ici. Et puis mars, un gros trou. En gros, le tiers seulement des précipitations habituelles, rattrapées en avril parce que donc on a été dans la normale. Donc cet épisode-là, en fait, n'avait rien de dramatique, tout simplement parce que la réserve en eau du sol à la sortie d'hiver ici était à peu près pleine et les plantes ont trouvé suffisamment d'eau malgré ces pluies de mars très faibles. Avril, il a plu normalement, donc pas de problème. C'est en mai que cela a commencé, pour des raisons qu'on verra plus tard, mais mai extrêmement défaillant au niveau des précipitations. Juin a été au-delà des normales, mais comme mai avait vraiment creusé, vidé, épuisé les réserves, ce petit bout en plus ici n'a pas suffi. Juillet, de nouveau extrêmement déficitaire, et là la situation devenait vraiment grave parce que réserves qui se sont vidées, elles ne se sont pas véritablement remplies à fond. Donc juillet a cogné, août était en dessous des déficits, ça a encore cogné, et donc là la saison a été extrêmement difficile. Ensuite, septembre, octobre, là tout à coup j'ai eu une croissance. Je crois que malheureusement je ne l'ai pas mise en ligne, mais j'ai filmé mon potager le 16 septembre, il me semble. Il était, comme je le disais en live, souriant. Les légumes me souriaient, tout poussait, tout seul, sans rien faire, sans arroser, sans une goutte d'eau rajoutée, ni rien. Et ça a continué, novembre, excédentaire, décembre, légèrement déficitaire. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est tout près. Cette courbe qui monte, qui monte, qui monte, c'est ce qu'on appelle le cumul, c'est-à-dire le total, qui a fini tout près de 600 mm, à peu près 10% en dessous de la normale qui est de 665. Conclusion stupéfiante, y compris pour moi avant que je ne travaille ces chiffres. 2022, si nous sommes objectifs, du point de vue des précipitations à Strasbourg, n'a pas du tout été une année catastrophique. Le problème est ailleurs, je ne l'esquiverai pas, je reviendrai dessus plus tard. Comme je faisais la conférence dans le Haut-Rhin, j'ai mis un petit focus sur Bâle-Mulhouse. Bâle-Mulhouse, donc, c'est à peu de choses près la même chose. Bâle-Mulhouse reçoit plus depuis que Strasbourg, parce que y a le Jura suisse, etc., qui bloque un peu les nuages. Les nuages remontent du sud-ouest, donc contournent les Vosges. Et donc on a là une pluviométrie bien plus intéressante que nous ici dans le nord du Bas-Rhin. La normale est de 772, pardon. Et là encore, même chose, hein, janvier en dessous, février un peu en dessous, mars en dessous mais beaucoup moins, avril au-dessus, mai, le gros trou, juin quasi normal, juillet et août, les trous, et puis ensuite c'est à peu près normal. Vous voyez qu'on finit là à 620 et quelques. Non, 750 serait
700 serait ici. Oui, on est à 650 à comparer des 772. Donc là encore, le diagnostic 2022 n'a pas été une année si horrible que ça et posé par les chiffres. Alors, comme pour les températures, se pose la question et à l'avenir, où est-ce qu'on va? Et là, même raisonnement que pour les températures, si jusque-là, je n'ai parlé que de faits qui sont certains, c'est-à-dire ce qui est déjà du passé, y compris 2022 puisqu'on est en 2023, donc des chiffres qui ne bougeront plus et que seuls des huluberlus peuvent contester. Je dis bien huluberlus, parce que à mettre en doute les stations, les enregistrements des stations météo, il faut le faire, quoi. Il faut être pas mal bazardé pour ne plus croire en rien que les conneries conspirationnistes. Par contre, à partir de maintenant et jusqu'à tout à l'heure, je suis de nouveau beaucoup plus prudent. Je vous livre des résultats de modélisation, donc de modèles mathématiques qui tiennent compte de l'ensemble des facteurs climatiques et qui partent d'hypothèses sur l'évolution d'un certain nombre de paramètres liés à l'activité humaine, pas que le CO2, hein, aussi le méthane, aussi la transformation des terres, aussi le fait de couper des forêts, de bétoniser, etc. Mais, je l'ai exprimé à propos des températures, je le redis ici, ces modèles-ci, à mon sens, ils donnent globalement une tendance qui ne doit pas être fausse. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ni sur le timing, ni sur la position exacte de ces courbes. Alors, le GIEC a traité le monde, ce que vous voyez là, c'est la carte du monde, avec des gros blocs, des gros trapèzes, des gros hexagones, très exactement. Nous sommes ici, ça c'est l'Europe, l'Asie, l'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, enfin Amérique du Nord avec le Canada, etc., Amérique du Sud. Et nous sommes une petite partie de ce VCE, Western Central Europe. Et qu'est-ce que l'on voit? Les prévisions de ce qu'ils appellent des heavy precipitation, donc des pluies sévères, des pluies intenses, sont en vert, sont prévues comme increase, c'est-à-dire en augmentation. Donc le GIEC pense que dans ce grand bloc, d'ailleurs dans l'essentiel de l'Europe, sauf le pourtour méditerranéen, il y aura une augmentation par rapport à ce que nous connaissons déjà des épisodes de précipitations sévères, d'inondations, etc. Avec quand même, regardez ici, un point, ce nombre de points vous donne la confiance qu'on peut avoir dans le fait que ces variations sont liées par les activités humaines. Donc c'est prévu en augmentation, mais le fait que ce serait lié aux activités humaines est classé comme comment dire, il y a peu de confiance. L'indice de confiance est faible. Quand on regarde le nombre de jours secs et l'écart par rapport à la normale, vous voyez l'échelle ici en bas, quand c'est rouge, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait plus de journées sèches, et lorsque c'est en bleu, on s'attend à ce que le nombre de journées sèches diminue. Les SSP, je vous en avais parlé, c'est les hypothèses que l'on fait sur l'évolution
notamment de notre croissance et de la façon dont nous organisons nos croissances. SSP1 là-haut, c'est extrêmement vertueux, c'est-à-dire là, dans la semaine qui vient, on prend toutes les mesures, tous les pays du monde, etc. Donc, me paraît peu probable. Celui-là, on continue comme maintenant, une croissance, on flambe ce qu'il nous reste de pétrole, on flambe le carbone, on continue de couper des forêts, enfin, etc., etc. On macadamise toujours autant. On va écarter, enfin, pas écarter, on est obligé de l'étudier, mais je vais surtout commenter l'hypothèse moyenne qui est grosso modo celle de l'accord de Paris, dont on sait déjà qu'on aura du mal à l'atteindre, mais on va essayer. Et là, vous voyez que le bloc qui représente ici l'Espagne, France, Angleterre, Italie, Turquie, bassin Méditerranée, est en orange assez marqué. Ça veut dire que les modélisations synthétisées par le GIEC tendraient à montrer que ici le nombre de jours de sécheresse va augmenter. Plus intéressant me semble être le travail que font les ingénieurs de recherche de Météo France dans une étude publiée en 2020 que vous pouvez consulter gratuitement en ligne. C'est pour ça que j'ai mis la page de couverture. Qui parle aussi des températures, etc. Donc vous avez plein d'autres paramètres qui sont analysés. J'ai voulu juste reprendre les précipitations totales. Et là, vous voyez que vous retrouvez les trois mêmes hypothèses que ceux qu'on a vus pour le GIEC, qui s'appellent RCP et non pas SPI. Donc le scénario pire, le scénario moyen, le scénario le plus vertueux. Et chose surprenante, a priori, cela n'aura que peu d'influence sur les précipitations totales. Donc Météo France est très réservé, très nuancé en ce qui concerne les possibilités que cela bouge beaucoup au niveau des précipitations totales. Si vous lisez le rapport, vous verrez qu'il y aura aussi un petit paragraphe sur l'augmentation des extrêmes de précipitations sévères et d'inondations. Passons. Météo France a fait quelque chose de très intéressant. Ils ont saucissonné leurs prévisions par saison. Donc là, vous avez l'hiver, décembre, janvier, février. En météorologie, les saisons hivernales, etc., sont des mois entiers. Parce que la météo utilise beaucoup comme donnée la température moyenne du mois de décembre. Donc, ils ont décrété que décembre, c'était décembre, janvier, février. C'est une norme internationale. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et chose intéressante, donc, quel que soit le scénario, en hiver, on se situe au-dessus du zéro. Ça veut dire que ce sont des écarts, donc les augmentations ici, puisque l'écart est positif, d'autant plus marqué que le scénario est, on va dire, catastrophique. Mais dans tous les cas, en hiver, il devrait pleuvoir plus. Dans tous les cas de scénario, au printemps, on devrait s'en sortir. C'est à peu près stable, très légèrement au-delà
du 0. Donc on pourrait avoir une légère augmentation des précipitations printanières. En été, en revanche, vous voyez que le 0 est là. Il n'y a que dans le premier scénario où on continuerait de s'en sortir. Dans les autres cas, on voit qu'on descend en dessous du 0, à la barre ici qui est ce qui est prévu. Les barres qui sont au-dessus en dessous, figurant les incertitudes. Et puis, en automne, de nouveau, on serait assez près des précipitations normales. Donc cette prévision-là, elle interroge. En gros, il pleuvrait plus en hiver, il pleuvrait autant au printemps et en automne, et il pleuvrait moins en été. Voilà, je ne suis évidemment absolument incapable de dire si ces modélisations vont se révéler exactes ou pas. Comme je l'ai dit pour les températures, c'est la moins mauvaise indication que j'ai après le marc de café, après lire dans les entrailles de mon chien et après la boule de cristal. Météo France a aussi fait des estimations sur comment ça impacte les différentes régions de France, ici au milieu, donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous voyez qu'il y aura encore des glissements probablement. Je suis ravi de voir qu'à moyen terme, dans une hypothèse médiane, donc celle qui a autant de chances d'exagérer que de sous-estimer, l'Alsace ici verrait ses précipitations augmenter légèrement. Voilà. Passons à un autre facteur absolument fondamental, puisque l'ensoleillement, ou très exactement la lumière, c'est le carburant du vivant. Et donc il est extrêmement intéressant de voir comment évolue ce facteur ensoleillement, en sachant que si c'est la lumière du vivant et que si sous nos latitudes, en hiver, printemps, automne, cela peut clairement être un facteur limitant qui fait que certains professionnels éclairent leur serre avec des LED. Enfin, aujourd'hui, avec des LED, c'était des tubes néons dans le temps. Par contre, l'été, l'excès d'ensoleillement, donc l'excès de soleil, va se traduire par un échauffement des plantes qui vont lutter contre cet échauffement par l'évaporation d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Le total du nombre d'heures par année ou en septembre, dans les deux cas, augmente. En année, vous voyez qu'on passe d'un peu plus de 1600 à grosso modo 1900, ce qui est depuis 2000, les données n'existent que, enfin je n'ai accès aux données que depuis 2000, donc en 20 ans, c'est absolument considérable. Hein. Passer de 1600 à 1900 en 20 ans, c'est tout sauf une paille. En septembre, bien sûr, le nombre d'heures est beaucoup plus faible, mais la tendance est encore plus marquée. On augmente sur la même période l'ensoleillement de 30%, mais en septembre, anciennement chez nous, là, le soleil commençait à manquer et on avait souvent des manques de température, parce que la température est aussi liée à l'ensoleillement, et des manques de lumière, des légumes qui restaient humides dans des brouillards, etc.,
ce qui n'est pas favorable à leur croissance. Au printemps, absolument la même chose, mars et avril, toujours aux environs de 150 heures au total par mois, une croissance tout à fait significative, 40%, 30%. C'est ce constat-là qui m'a fait sous-titrer mon livre par s'adapter et saisir des opportunités. En voilà une bonne opportunité. Il y a plus de soleil au moment où mon jardin est froid et au moment où le soleil manquait pour avoir des légumes sous mes contrées, hein, ici. Je parle toujours, tout ce que je dis là n'est vrai que pour le potager du paresseux et par extension, grosso modo, pour l'Alsace. Donc là aussi, j'ai regardé quelle était l'année 2022, réactualisé ici, et l'on voit, on commence à voir une hypothèse qui concerne donc cette sensation de légumes qui souffrent et qui se dessèchent, et qu'on a vu que c'était pas tant que ça les pluies qui manquaient. En voilà un début d'explication. 2022, le pointillé c'est la normale, et dès mars on était au-dessus, donc on a consommé plus d'eau alors qu'il en tombait moins. L'été, mai, juin, juillet, août, on était systématiquement et significativement au-dessus des normales de 30, hein, donc un tiers en plus, à 70% en plus selon les mois. C'est ça qui est tout à fait considérable, et donc sur l'année, c'est 30% en plus. On peut rajouter, je vais passer vite, parce qu'on a malheureusement peu de données disponibles, mais tout semble indiquer que non seulement on a plus d'heures de soleil, mais que ce soleil est plus intense. Donc, on peut mesurer ce qu'on appelle les radiations globales. Ce sont des cellules photovoltaïques qui enregistrent non seulement la lumière visible du soleil, mais qui enregistrent la totalité du rayonnement qui tape à la surface du sol. Et si on regarde le maximum de ces radiations, elles ont ces 10 dernières années augmenté d'environ 50 watts par mètre carré. Alors 50 watts par mètre carré, c'est quand même une ampoule. Dans le temps, hein, quand on avait les ampoules qui chauffaient, c'était déjà une belle ampoule. On avait des 30 watts, on avait des 50 watts par mètre carré. Donc c'est pas très grand. En plus, on a battu un record en juin 2022, toujours sur cette période, les seuls enregistrements que j'ai, avec 1259 watts par mètre carré. On va arrondir 1,3 kW. Donc ça veut dire que sur 1 mètre carré pendant 1 heure, le soleil chauffait autant qu'un radiateur de 1,3 kWh. C'est un petit radiateur, hein, électrique, mais c'est déjà un radiateur tous les mètres carrés. Donc mon potager qui fait 400 mètres carrés, c'est 400 radiateurs petits radiateurs, certes, mais qui tournent à fond pendant le milieu de la journée. Et chaque heure, tac, 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 ça s'additionne. Donc voilà pour situer un peu l'importance de cet ensoleillement. Autre facteur que je rajoute ici, je ne l'ai pas présenté à la conférence, j'étais pressé par le temps, le nombre de jours de vent, et plus exactement les vents de force 2,
c'est-à-dire les vents supérieurs à 57 km/h. Donc ça souffle. 57 km/h, ce n'est pas une tempête, mais ça souffle. Et le nombre de jours a augmenté de façon tout à fait impressionnante pour passer d'un peu moins de 10, enfin on va dire aux environs de 10, dans les années 75, à plus de 30, 32 aujourd'hui en moyenne, avec certaines années des pics tout à fait considérables. Vent toujours, là on est sur les vitesses maximales, hein. Ceux qui se souviennent, 2000, juste avant 2000, c'était 1999, c'était la fameuse tempête qui avait balayé pas mal d'hectares de résineux dans les Vosges. Voilà, c'était ce pic-là, mais d'une façon générale, là encore, augmentation de ces vitesses maximales. Nous avons maintenant régulièrement ici, ces dernières années, des vitesses qu'on n'atteignait jamais dans les années 70 à 90. Regardez ici, on n'est jamais au-delà de 100 km/h. Maintenant, on est souvent, voire très souvent, au-delà des 100 km/h. Donc là encore, un indice sur lequel on reviendra. Donc là encore, changement climatique, pas seulement réchauffement, mais changement d'autres paramètres, dont la vitesse du vent, dont plus d'ensoleillement, on vient de le voir, dont des soleils plus intenses, on vient de le voir. Et donc finalement, voilà, ça explique très bien pourquoi j'utilise le terme changement climatique et non pas réchauffement climatique, parce que donc il y a toute cette complexité de facteurs qui varient en général quand même dans le sens d'une aggravation, mais on l'a vu, pas nécessairement systématiquement toujours. Les précipitations, il y a un point d'interrogation, des pluies violentes plus fréquentes, des pluies, mais autant de pluie, et des périodes de sécheresse sans doute plus fréquentes. Donc on peut avoir tout ça en même temps. On peut avoir des périodes de sécheresse plus importantes, plus de pluie et des pluies plus violentes. Donc voilà, résumé, le nombre de journées estivales, on en avait parlé, vous avez chaque fois la période en référence, donc encore une fois, des données, pas des projections, pas des modélisations. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, en l'occurrence, ces 60 dernières années, ça a été multiplié par 2. Le nombre de jours de gel sévère au printemps, entre 60 et 2015, divisé par 3. La DGU Clim, cette quantité d'énergie qu'il nous faut pour maintenir nos maisons à 18 degrés, a augmenté de 60% de 1946 à 2020. Nombre d'heures d'ensoleillement, on vient juste en parler, entre 2000 et 2020, plus 15%, plus 40% en mars, plus 30% en avril, plus 30% en septembre. L'intensité du soleil augmente, on l'a vu, l'intensité des pluies en mai augmente de façon significative, le nombre de jours de vent est multiplié par 3 entre 1975 et 2000, la vitesse maximale du vent augmente de 25%, je n'ai pas mis le tableau, mais il y a moins de brouillard en septembre, moitié moins de jours de brouillard entre 1975 et 2020. Voilà donc, on va dire, un résumé du panorama. Voilà donc à partir de quoi j'ai commencé à réfléchir au premier sous-titre de mon livre, comment s'adapter. Avant de terminer, quand même quelques éléments, ils sont très rares, à savoir, est-ce que la végétation perçoit ces changements? Alors, première réponse, voilà des tableaux qui donnent l'enregistrement depuis les années 60 jusqu'à 2020
d'un certain nombre de stades de la vigne. On appelle ça les stades phénologiques. C'est décrit de façon très très précise, le débourrement, donc les premiers bourgeons qui grossissent, la majorité des bourgeons grossit, les premiers bourgeons qui s'ouvrent, floraison, la première fleur, 50% des bourgeons en fleurs, etc. Donc les spécialistes décrivent ça avec beaucoup de précision, et il se trouve que pas loin d'ici, à une vingtaine de kilomètres, l'INRA a la même parcelle avec le même cépage de mémoire du Riesling qui est suivi depuis 60 ans de la même façon, et donc décrite de façon assez précise, ce qui permet chaque fois de pointer le débourrement, donc en bas, hein, donc là on est en avril, le bourgeon s'ouvre, là au début juin on a la floraison, la vigne est en fleurs, la véraison, peut-être un terme qui vous est moins connu, qui est quand le grain qui était vert totalement opaque devient plus vitreux, plus limpide. Et donc, qu'est-ce que l'on constate? Mais que sur l'ensemble de ces paramètres, en gros, on a gagné 10 à 15 jours en Alsace. Là aussi, avec des variations, hein, chaque année a sa météo, mais la tendance est tout à fait nette, et des choses que l'on rencontre aujourd'hui pour la véraison ne s'étaient jamais vues auparavant, une fois ici, mais voilà, ne s'étaient quasiment jamais vues. Si je prends celle-là, elles ne se sont jamais vues ces 3 années auparavant. Idem ici. C'est un peu moins net sur le débourrement, on pourrait en parler. Là, on avait connu plus tôt, mais ça m'entraînerait un tout petit peu plus loin. Si on prend un certain nombre de vignobles, donc Tavel, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Émilion, Champagne, Riesling, vous voyez que partout, c'est le même combat des avancées, des dates, des vendanges. Là, c'est les vendanges de plus en plus tôt. 2022, ça a été le 5 septembre. Je ne crois pas que ça ait jamais été atteint. L'Alsace, c'est cette courbe ici en haut. On a les vendanges les plus tardives. Donc 5 septembre, en 2022, on était ici, avant le 7 septembre. Donc tout à fait ici en bas. C'est tout à fait considérable. Je passe vite, mais une chose qui peut surprendre ceux qui regardent attentivement, c'est que sur un certain nombre de vignobles, on constate maintenant que la date des vendanges retarde, et là, les négationnistes vont péter un câble, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est maintenant tellement important l'hiver que l'action du froid qui va déclencher la floraison en hiver, donc action du froid en hiver, c'est ça qui est responsable de la floraison au printemps, est défaillant. Et donc on observe un retardement de la floraison avec donc un retard au niveau des vendanges, lié au fait que les hivers ne sont plus assez froids. Que disent les arbres? À peu près la même chose. Donc là, ce sont différentes variétés, toujours des chiffres de l'INRA à Angers ou à une station à Nîmes. Dans un premier temps, c'était stable, le bleu c'est à Angers, et puis ça a baissé. Là, c'est à Nîmes, ça a beaucoup oscillé, ça a d'abord remonté, et puis diminué, et actuellement, ça remonte. Là, c'est la poire Williams. Et ces remontées ici, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. À Nîmes,
ces variétés-là commencent à avoir trop chaud et ne vernalisent plus correctement, c'est-à-dire ne supportent plus de façon correcte l'action du froid qui déclenche la floraison. Et de plus en plus souvent, les techniciens arboricoles sont inquiets par rapport à ce manque de froid. Pour ceux qui sont curieux, vous avez remarqué que dans les pays tropicaux, il n'y a pas ces fruits à pépins, tout simplement parce que les arbres poussent, mais ils ne fleurissent pas par absence de froid. Dans certains pays tropicaux, on ne les trouve qu'en altitude. Vous allez au Pérou, vous allez avoir des poires ou des pommes à, je ne sais pas, 2500, 3000 mètres. C'est là qu'ils subissent le froid suffisant pour pouvoir fleurir et produire des fruits. Alors, arrivé à ce stade de cette vidéo, après ce petit passage sur les stades phénologiques, j'aimerais bien que ceux qui sont encore là, donc qui ont regardé ça avec courage, etc., me permettent de poser la question aux négationnistes, dont j'espère qu'ils ne sont plus là. Comment peut-on être, nier quelque chose qu'un pied de vigne, qu'un arbre, qu'un pommier, qu'un poirier ressent et traduit concrètement dans ces différents stades de développement. Donc, j'arrive à une conclusion bête. Un négationniste, finalement, il a un cerveau plus dur que le bois. Voilà donc, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est déjà assez consistante et assez mastoc. Et je réserverai donc à la prochaine fois toute la réflexion agronomique sur qu'est-ce qui finalement explique cette sensation de sécheresse que nous percevons à travers nos légumes et comment est-ce qu'on peut s'adapter. Donc il y aura une ultime vidéo dans cette série. D'ici là, ciao et à une prochaine.